Salut Edouard, Salut Ulrich, comment vas-tu? très bien et toi? Ouais, super. Je suis content de t'avoir avec moi là pour cet épisode. Là, on est ensemble au BEF et on en profite justement de participer chacun de notre côté à l'événement pour se croiser et puis justement discuter lors d'un épisode de podcast parce que on a déjà discuté ensemble à quelques reprises sur X et c'est vrai que moi tu fais partie justement de ces personnes que je voulais interroger parce que tu fais un travail quand même qui est assez important pour la communauté parce que avec Consensus, bah, tu fais un travail justement de traduction, de diffusion d'idées, d'informations, qui est vraiment important pour les bitcoiners francophones et même au-delà des bitcoiners, hein, de toute façon, pour toute la communauté francophone qui s'intéresse justement à la monnaie, aux questions de liberté, même, on pourrait dire, entre guillemets, les shitcoins et les cryptos. Et justement, on va prendre ensemble le temps de parler de tout ça pendant à peu près, ouais, trois quarts d'heure, 1 heure, Mhm. de tous ces sujets, déjà de parler de toi, parler un peu de ce que tu fais, de quelle est ta vision de la liberté, de Bitcoin et comment est-ce que tu vois ce travail justement d'éducation, est-ce que tu penses que ça apporte ses fruits enfin voilà, on va parler Super. un peu de tout ça. Et puis dans un premier temps, tout simplement, je vais t'inviter à te présenter. Ouais, alors je m'appelle Edouard, ça fait à peu près 4 ans que j'ai rejoint la maison d'édition qui s'appelle Consensus Network, qui a été fondée par mon associé qui s'appelle Nico, qui est finlandais. Donc à la base, lui, il a créé cette société pour traduire le livre The Bitcoin Standard de Saif Eden-Hamous dans sa langue, donc le finnois. Et il a eu un bon petit succès au démarrage, en fait, avec cette traduction, qui l'a poussé à se dire, bon, ben, je vais continuer dans cette lancée, et je vais continuer à traduire en plusieurs langues, ce livre qui a un peu démocratisé Bitcoin quand il est sorti en 2019, 2018-2019. Et donc, la maison d'édition a un peu grandi grâce à ce livre au début, et de fil en aiguille, elle a grossi. Et moi, quand j'ai découvert ce livre, j'ai eu cet effet aussi là de compréhension vraiment profonde de Bitcoin. Et je me suis dit, ok, bon, j'ai envie de contribuer à cet écosystème. Et quand l'auteur, donc Saif Eden-Hamous, a sorti son second livre en 2021, The Fiat Standard, j'ai été assez motivé pour y contribuer. Donc j'ai envoyé un message à l'auteur. Il m'a redirigé vers Nico de Consensus Network. Et à ce moment-là, il m'a dit, bah écoute, si tu veux travailler sur ce projet, écoute, tu peux venir. On prend la licence et on le fait. Donc il m'a un peu expliqué comment ça marchait, comment on traduit un livre, comment on le produit. Et pour moi, c'était une découverte. Et parce que j'étais pas dans ce milieu-là à la base, hein, j'étais consultant en marketing dans le milieu financier. Et je me suis dit, ok, je vais prendre ce mon temps libre pour travailler sur ce projet. C'est à ce moment-là aussi que j'ai découvert Twitter et que j'ai un peu lancé comment on dit, une bouteille à la mer. Et on s'est retrouvé en une équipe de 5-6 bitcoiners passionnés. Donc certains sont anonymes. Il y avait aussi David Saintonge qui était dans ce projet-là. Et donc on s'est mis à traduire ce livre de Fiat Standard, donc Les Talents Fiat, qui a eu un bon accueil en français, parce que Saif Eden était assez apprécié, je pense, du public français. Et donc quand on a continué un peu sur cette lancée, on a fait d'autres livres, on a fait Le Prix de demain de Jeff Booth, on a fait Dieu merci pour Bitcoin de Jimmy Song, on a fait Un scénario optimiste pour Bitcoin de Vijay Boyapati. Bref, en gros, on a eu un accueil assez positif pour ces livres-là. Et de fil en aiguille, je me suis retrouvé quasiment à passer à temps plein là, il y a récemment, l'an dernier, sur l'édition, la traduction de livres. Et voilà où j'en suis actuellement. Donc je contribue pas tout mon temps de travail, mais quasiment tout, à traduire et produire et commercialiser des livres sur Bitcoin. Et on essaie un peu d'élargir maintenant qu'on a un peu, je pense, saturé la littérature Bitcoin, à faire un peu des contenus un peu plus économiques ou technologiques ou liberté ou fiction. On fait un peu de fiction en anglais maintenant. D'accord. Donc voilà un peu où on en est. Et au-delà de la vente de livres, on fait aussi la production de livres pour d'autres personnes, d'autres auteurs, d'autres éditeurs. C'est un projet qui ne se voit pas vraiment, enfin un axe qui ne se voit pas vraiment, parce qu'on le fait un peu dans les derrière en fait. Mais il y a beaucoup d'auteurs qui ont du mal à être produits pour un coût relativement accessible. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on a une production qui est accessible. On pourra en parler plus tard si tu le souhaites, mais on n'a pas que la vente de livres, on a aussi la production et la gestion des langages internationaux pour d'autres éditeurs. D'accord. Ah bah sacré programme, hein. Ouais, il y a pas mal de choses à dire, mais C'est génial, ça. Ce genre de profil, moi, je trouve ça super intéressant. Tu sais, tu passes du marketing dans le milieu financier à justement à
à ça, à Consensus, donc vraiment un travail d'éducation, de traduction, de diffusion de l'information autour de Bitcoin. Et ça, c'est assez génial de voir en fait comment tu as des parcours personnels comme ça qui sont un peu atypiques. Bah, le tien est totalement atypique. Tout à fait. Où tu vas, voilà, à un moment donné, tu vas te dire, bah tiens, ça c'est peut-être plus important, je consacre là-dessus. Bah, alors déjà à titre personnel parce que j'y crois, tu vois. Et voilà, tu penses aussi qu'il y a vraiment une mission d'éducation, une mission en fait à faire ça. Je pense que tous les gens qui s'intéressent à Bitcoin, qui sont convaincus, une fois qu'ils le sont, ils ont envie de contribuer à leur manière. Et ça passe, vu que chacun est différent, chacun a des compétences différentes, on essaie un peu de trouver le meilleur rapport, productivité, contribution en fait. Et chacun trouve un peu sa manière de contribuer. Certains vont créer du contenu comme toi sur X écrit, d'autres vont faire du contenu YouTube comme nos amis de Bitcoin par exemple, où voilà, chacun fait un peu. Certains font des meet-ups, certains font de l'éducation auprès des commerçants. Chacun apporte un peu sa pierre à l'édifice. Et moi, rapidement, j'ai vu que j'avais une sorte de place que personne n'avait prise jusqu'à présent, ce qui était l'édition de livres, et qui était un peu niche, et que personne ne faisait vraiment. Donc je me suis dit, bon, ben, ça me paraît être ma place. Et j'ai vu que ça marchait, donc ben, j'ai continué là-dedans sans vraiment me poser de questions plus que ça, quoi. Non, puis en plus, c'est super important parce que c'est vrai que moi, toi, par exemple, et je sais qu'il y a beaucoup de bitcoiners francophones qui sont aussi qui sont arrivés dans Bitcoin grâce à ça. C'est grâce, en fait, au contenu anglophone. Et ça, c'est une grande force, en fait, pour les bitcoiners français qui ont une très bonne connaissance et compréhension de l'anglais, justement, d'avoir accès, grâce à cette connaissance de l'anglais, à tout ce qui est produit dans le milieu anglophone. Mais je sais que on n'a pas tous cette aisance avec la langue anglaise. Et c'est vrai que pour ceux qui se voient pas lire un livre en anglais, pour ceux qui se voient pas suivre des comptes sur X en anglais d'influenceurs anglophones sur Bitcoin, etc. C'est vrai que pour eux, bah, il faut aussi faire le taf, en fait. C'est-à-dire qu'il faut faire ce travail de traduction et de rendre accessible au public francophone, justement, tout ce qui a été produit par les autres. Toi, moi, par exemple, tu parlais tout à l'heure du prix de demain de Jess Booth. Moi, je l'ai lu en anglais, tu vois. Et mais je trouve ça génial justement que ce livre il soit traduit en français, quoi, parce qu'il fait partie justement de ces grands livres justement qui ne parlent pas directement de Bitcoin, mais en fait en parlant de déflation, en parlant d'économie, bah ce sont presque selon moi les meilleurs livres sur Bitcoin, tu vois. Et à avoir ce genre de livres qui est maintenant disponible pour les francophones, c'est assez génial, quoi. Donc franchement un gros bravo Merci pour ça, parce qu'il faut il faut le faire. Et toi, c'est des initiatives comme ça individuelles qui permettent aussi de faire avancer l'éducation. Et je sais que j'en parlais tout à l'heure avec Bastien, on pourra en reparler parce qu'on parlait de Broken Money, la traduction de Lynn Elden. Et on se faisait la réflexion, en fait, que quand il y a un grand livre comme ça sur Bitcoin qui est publié, on s'est rendu compte, en fait, que parmi les premières traductions, on a toujours la traduction en langue mongole, en fait, qui arrive. Ok, c'est marrant. Ouais, et du coup, en fait, t'as un mec qui est un peu déter en Mongolie, là, dès que t'as un livre qui sort, il traduit direct, hein. Et je le connais parce qu'en fait, on fait la gestion des droits internationaux pour l'Inadlen, justement. ouais. Et donc, c'est nous qui faisons en fait la gestion avec tous les éditeurs internationaux qui veulent traduire son livre. Et oui, ils ont été super rapides. Je crois que ils ont un exchange en fait. C'est des gens qui font un peu du marketing pour leur exchange via l'éducation. D'accord. Donc, c'est Ah, pas mal. d'accord, Ouais. ok. Ouais. Ah, c'est génial, toi. Moi, ça m'impressionne, les personnes comme ça, qui sont vraiment, qui se dédient, en fait, à ça, quoi, à la traduction. Et enfin, voilà, c'est vraiment génial, quoi. Et alors, toi, par exemple, si on prend ce qu'on va faire, ce que je propose de faire, c'est de faire un petit focus de comment est-ce que ça fonctionne, en fait, concrètement, la traduction de bouquins comme ça. Parce que moi, je sais que j'avais brièvement, mais j'avais lâché l'affaire parce que j'avais peu le temps, mais j'avais brièvement ou voulu participer à la traduction des principes d'économie de Save Dynamos. Hein. Et du coup, moi, ça m'avait assez impressionné l'organisation, en fait. Genre, tu découpes en chapitres, t'as une première traduction, t'as telle ou telle personne qui va se concentrer sur Le process a évolué au fil des années parce qu'au début, c'était un peu laborieux. On faisait avec type L, on divisait par chapitre, fallait copier-coller les paragraphes manuellement, c'était un peu compliqué. Là, avec l'IA qui arrivait fort ces derniers temps, ça a complètement changé notre travail de traduction, qui est beaucoup plus automatisé maintenant avec les modèles comme GPT O4 et Mini. Ils nous sortent des textes qui sont super bien traduits pour un coût négligeable. Donc, en termes de traduction, ça va complètement changer la donne, je pense, en termes de temps de production. Ça va permettre de mettre beaucoup plus de livres sur le marché, je pense, et de qualité vraiment très bonne. Genre, comparer le temps d'un humain qui traduit à la main comparé à une machine, c'est des ordres de grandeur qui sont très importants. Ouais, bien sûr. Donc les gains de productivité sont énormes, et c'est tant mieux pour nous parce que ça nous permet de faire plus de produire plus. Ouais. Ça nous permet de nous étendre plus rapidement.
Même si la production du livre, une fois qu'il est traduit, il y a quand même beaucoup d'étapes à faire. On ne dirait pas, on s'en rend pas compte, mais il y a beaucoup de choses à faire pour passer d'un texte Word à un beau produit fini PD, un Ouais. beau livre fini avec une belle couverture, une belle mise en page, les graphiques qui sont pas flous, tu vois, enfin, tous ces trucs-là qui paraissent un peu Annexe, quoi. annexes, mais qui sont au final assez chronophages, mais qui prennent quand même pas mal de temps aussi, ouais. Toi, par exemple, quand tu te lances dans la traduction d'un bouquin, vous êtes à peu près combien de traducteurs, de contributeurs Au début, on était peut-être 6-7, et là, je pense qu'on a divisé par deux, on est plus dans les 2-3. Ouais, Ouais, deux, maintenant ça trois, suffit ouais. 2-3. Enfin, 2-3 pour la traduction. Après, il reste quand même beaucoup de gens qui sont impliqués dans tout ce qui est, comme je t'ai dit, couverture, mise en page, euh, prendre le bon format pour imprimer à tel format. Après, il y a la poste, une fois qu'il est produit. Ça, c'est une étape qui est souvent, enfin, qu'on avait négligée au départ. On pensait qu'en fait, en traduisant un bouquin, les gens allaient se ruer dessus parce que, ouais, c'était le dernier bouquin sur Bitcoin, donc tout le monde allait l'acheter. En fait, non, on a un peu négligé, en fait, cet aspect marketing, cet aspect vente. Et donc en fait, on a un peu corrigé au fil du temps avec des partenaires comme la chaîne YouTube de, de YouTube Bitcoin, qui sont Ouais. un gros funnel d'acquisition en fait pour nous maintenant. C'est-à-dire que c'est pas suffisant de mettre un livre sur le marché. Ensuite, il faut en parler. Faut faire des contenus annexes comme des vidéos, comme des threads, des shorts, je sais pas. Enfin, il y a beaucoup de mèmes, beaucoup de mèmes. Les mèmes, c'est aussi un driver de comment dire, de popularité d'un livre. On voit que souvent les livres sont utilisés pour faire des mèmes sur X ou sur d'autres réseaux sociaux en fait. Donc ouais, voilà, il y a aussi l'aspect vente derrière qui est important, parce que ça suffit pas d'avoir un bon livre. Hmm. Faut derrière avoir du bouche à oreille, avoir des gens qui en parlent, des gens qui se l'échangent, des gens qui le promeuvent naturellement, organiquement. Et donc voilà, si on compte depuis la traduction jusqu'à, enfin même avant, de la négociation d'une licence Hmm. à traduire, ensuite le produire, l'imprimer, le commercialiser, faire du marketing régulièrement. Ça, c'est un taf en fait qui ne s'arrête presque pas en fait. Ouais, tu m'étonnes. Et ça, c'est vraiment pour l'aspect vraiment purement traduction, mais il y a aussi des livres en français que vous publiez. Est-ce que tu veux Ouais, nous en parler un peu, on justement? en a eu seulement deux. On a eu l'élégance de Bitcoin de Ludovic Lars et l'énergie face cachée de la monnaie de Pierre Nazar, et plus récemment. Mhm. Et ces deux-là ont mieux fonctionné, je pense, parce que quand les auteurs sont francophones et sont connus dans leur scène locale, je pense qu'il y a peut-être un rapport de proximité avec les lecteurs qui est beaucoup plus facile à faire qu'un auteur américain ou qu'un auteur un peu inconnu, comme par exemple Jeff Booth, qui est un peu moins connu parce qu'il n'est pas Oui, francophone ou ouais. autre, tu vois. Donc l'aspect, comment dire, proximité joue beaucoup, je pense. On les voit à une conférence, on les voit à une vidéo YouTube, on se sent un peu plus proche, et on a plus tendance à être en accord avec leurs idées, et du coup à vouloir acheter leurs livres pour creuser un peu leur théorie. Ouais, tout à fait. Bah, c'est vrai que là, j'en parlais dans un précédent podcast avec Ludovic, justement, de son bouquin et l'élégance de Bitcoin, et justement du processus un peu de publication. Et c'est vrai que c'est intéressant et ça, je suis totalement d'accord avec toi. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai ressenti quand son livre a été publié. C'est que il y a eu enfin, ça a été bien suivi, je pense, dans la communauté francophone. Justement, là, on a beaucoup repartagé. Mm. Il y avait aussi une certaine attente par rapport au bouquin. Il y a eu un bel engouement au démarrage, et même dans le suivi à travers le temps, donc qui m'a fait beaucoup plaisir. Parce qu'en fait, quand on lance un produit comme un livre, on sait jamais vraiment à quoi s'attendre, hein. Des fois, on a des attentes élevées et des résultats insatisfaisants. Des fois, c'est l'inverse, on n'a pas vraiment d'attente Hmm. et on est surpris agréablement par le résultat. Et là, ben, je pensais qu'il allait bien marcher, c'était le cas, et donc j'étais content pour Hmm. lui, content pour la communauté qui l'a bien apprécié. Hmm. Parce que je pense que c'est un très bon livre. Je pense que c'est un des meilleurs livres qu'on ait fait sur Bitcoin de manière générale, en fait. Ouais. Donc, très content pour Ludovic et pour l'accueil qu'il a reçu avec ce livre. Ouais, bah, ce qui est mérité, hein, largement, quoi. Et c'est vrai qu'il y a une question aussi, moi, qui me vient, mais on en a parlé avant de commencer l'enregistrement. C'est vrai qu'aujourd'hui, toi, par exemple, toi, tu t'occupes de la publication de livres, de la traduction de livres, et justement, le format livre, aujourd'hui, au XXIe siècle, à l'heure des réseaux sociaux, à l'heure de X, à l'heure de la consommation de contenu, ultra, justement, qui sont pensés pour être consommables rapidement. Comment est-ce que toi tu vois ça? Parce que comment est-ce que dans un monde où on est noyé d'informations, noyé de contenu à basse valeur, enfin à faible valeur ajoutée, comment est-ce que du coup le livre a quand même sa place? Il a sa place et il la gardera, je pense, parce que historiquement, c'est quand même un moyen de connaissance qui est, je pense, irremplaçable, même si il y a beaucoup de podcasts, beaucoup de vidéos, beaucoup de shorts, beaucoup de contenus qui sont plus facilement consommables, mais qui sont aussi plus facilement périssables, je pense.
Alors qu'un livre a tendance à à avoir une longévité beaucoup plus longue. Je pense que les livres comme L'élégance de Bitcoin ou d'autres, on peut les rouvrir dans 10 ans et le contenu n'aura pas péri. En fait, il sera toujours d'actualité, toujours pertinent. C'est un peu le cas, par exemple, du livre de Satoshi, où on voit un peu les écrits de Satoshi et d'autres contributeurs initiaux au projet, où malgré le fait qu'ils aient été écrits les posts de blog aient été écrits en 2008-2009, quand on les relit aujourd'hui, plus de 15 ans après, c'est toujours, plus de 20 ans après, c'est toujours d'actualité, c'est toujours pertinent, tu vois. Ouais, tout à fait. Donc, je suis d'accord que les gens, même moi, moi premier, je suis happé par des contenus, des notifications, des contenus, des vidéos faciles à consommer, et je pense que c'est un peu le pendant des réseaux sociaux. C'est bien d'un côté, mais il y a aussi le côté où ça fait un peu jeter ton attention, ta concentration, et c'est pas évident de s'en défaire. Mais le livre perdurera parce qu'il est différent, parce qu'il se consomme de manière différente. Mais peut-être que les gens ont tendance à le consommer différemment, peut-être à moins lire pour le plaisir, mais à plus lire pour avoir l'information qu'ils souhaitent. Donc peut-être à plus feuilleter que se plonger dedans. Je sais pas, ça, chacun fait un peu comme il a besoin. Mais ouais, je pense que je crois que j'ai vu des études où ça, des études qui montraient en fait que les jeunes lisaient moins qu'avant, et que je pense que c'est une tendance qui va continuer, mais que le livre restera un moyen de connaissance privilégié pour ceux qui le souhaitent, accessible. Après, c'est libre aux gens de le prendre, de ne pas le prendre. Mais quand on veut vraiment maîtriser un sujet, n'importe lequel, nous on parle de Bitcoin, on parle de monnaie, ça peut être, je sais pas moi, de la santé, ça peut être l'alimentation, ça peut être du sport, ça peut être n'importe quoi. Quand tu veux devenir un expert sur un sujet, t'as vraiment juste à prendre les 10 meilleurs livres, les 10 best-sellers sur un thème, tu les lis, et je pense qu'après ça, tu peux facilement avoir une connaissance assez pointue sur n'importe quel sujet, que ce soit historique ou économique ou n'importe laquelle. Je sais pas si t'es d'accord avec ce... Ah si, ouais, totalement. C'est vrai qu'il y a tellement de choses dans ce que tu viens de dire. C'est vrai que déjà, là, je suis d'accord avec toi qu'on est dans une société où c'est vrai que on est bombardé d'informations, où l'attention elle est tout le temps monopolisée par plein de trucs, les réseaux sociaux, le contenu vidéo, audio, et même des fois le contenu écrit, mais de courte durée, qui va venir vraiment happer en fait le temps qu'on peut consacrer à l'information. Et c'est vrai que tu as raison, c'est que quand on veut vraiment aller dans le fond d'un sujet, il y a pas le choix en fait que d'ouvrir un livre en fait, parce que tu auras beau lire un thread sur Twitter, tu auras beau te taper 1 heure de podcast avec tel expert, etc. En fait, en 1 heure, il pourra jamais expliquer de manière claire que ce qu'il pourrait mettre en fait à l'écrit dans un bouquin, quoi. Donc si tu veux vraiment pousser la connaissance dans le fond du truc, en fait, tu es obligé de passer par le livre. Et par exemple, même, je sais pas ce que t'en penses, parce que là, surtout à l'époque de l'IA, c'est quand tu poses des questions des fois à l'IA sur tel ou tel sujet, tu vois, elle va te sortir un résumé et tout ça, mais c'est toujours, enfin, c'est toujours incomplet par rapport à ce qu'un livre va pouvoir te fournir, parce qu'en effet, le livre, déjà, t'as ce contact, mine de rien, papier physique, qui est toujours assez agréable. Et comme tu dis, c'est vrai que là, il y a dans les livres, en fait, tu peux piocher assez facilement de chapitre en chapitre, hein. T'es pas forcément, en tout cas pour les livres d'économie, hein, je sais pas, j'entends, et on en parlait aussi tout à l'heure, tu peux piocher dedans, tu peux aussi y revenir. Et ça, c'est super important, quoi. Puis t'as mine de rien aussi ce côté qui est plaisant de posséder en fait le bien qui est le livre. Ouais. Quoi. Il y a un aspect collectionnable, enfin je sais pas comment dire, mais objet de collection où on aime bien avoir beaucoup de livres sur étagère, et on sait qu'on peut s'y référer à tout moment. Ils sont là, ils sont disponibles. C'est une plateforme en tant que soi qui ne peut pas être censurée. C'est comparé à YouTube qui peut être censuré. Là, t'as un média en tant que tel à disposition qui est intemporel, et qui est accessible à tout moment. À moins que quelqu'un vienne te l'arracher des mains ou le brûler, mais c'est pas quelque chose qu'on peut te retirer facilement, quoi, comparé à un contenu audio ou YouTube sur des plateformes centralisées, quoi. Ouais, totalement. Non, mais c'est vrai, ouais, on n'est pas dans Fahrenheit 451, mais c'est vrai que même, tu vois, par exemple, ceux qui vont plutôt écouter des audiobooks, ou ceux qui vont lire des livres sur le format Kindle, etc. Même eux, en fait, ils sont pas à l'abri, justement, que le contenu disparaisse, en fait, qu'il soit retiré, qu'il soit, voilà. Donc c'est vrai que posséder le livre en tant que tel, c'est toujours une ressource fiable, parce que tu sais que c'est durable, tu l'auras à disposition, peu importe ce qui se passe. Puis c'est joli d'avoir une bibliothèque bien remplie avec des beaux livres. Carrément. C'est joli.
Carrément, c'est joli et par contre, c'est une maladie aussi, hein, parce que tu sais, d'acheter des bouquins que tu sais que tu vas pas forcément lire dans les semaines, les mois qui viennent, ça C'est c'est ce qu'on appelle le tsundoku. Je crois que c'est en japonais, si je dis pas de bêtises, ouais. où tu stacks en fait beaucoup de livres en ne les lisant pas, mais en sachant qu'ils sont là à ta disposition un jour où Ah, c'est tu génial peux les ça. avoir. C'est un concept connu, ouais. Ah bah, c'est génial, ouais, en fait, c'est ça, t'achètes le livre pour à la fois l'aspect esthétique et tout, mais aussi pour l'aspect connaissance qu'il représente, Mhm. que tu mets de côté pour plus tard, quoi. C'est ça. Ouais, donc tu en diffères l'utilisation dans le temps, mais tu sais qu'il y a dans ce livre la connaissance que peut-être un jour tu auras besoin et ouais, ça c'est super intéressant, ouais. Super. Et et par rapport à tout ça aussi, ouais, ici, il y a quelque chose que je trouve important et je sais que Saifedean Ammous, il en parlait, je crois d'ailleurs, c'est ce qui l'a motivé à écrire Les Talons Bitcoin. Parce qu'au final, il en avait ras le cul, en fait, de répondre à des gens sur les réseaux. Et il s'est dit, de toute façon, ils me font un peu tellement chier que je vais écrire un bouquin qui va résumer, en fait, toutes mes idées, quoi. Mhm. Et t'as aussi ça, mine de rien, dans mon travail d'écriture. Moi, je sais que pour les gars de How to Bitcoin, j'écris des fois des articles. Et du coup, le fait d'écrire, ça te permet toi-même de synthétiser les idées et de mieux même les comprendre, tu vois. Et que soit quand tu prends un mec comme je pense Saifedean Ammous, soit le fait d'avoir écrit un bouquin sur toutes ces idées-là, bah ça lui a permis aussi lui peut-être de mieux structurer son propos. Exactement. Ça te pousse en fait à synthétiser ta connaissance de manière claire, précise et accessible pour que ton lecteur ait l'information directement euh, sans fioriture, sans pollution en fait. Euh, donc ça te pousse l'auteur à aller droit au but, à écrire un point qui soit clair et compréhensible. Et c'est ce qui fait le succès d'un livre, je pense, c'est que tu peux accéder à l'information de qualité facilement et que tu en sortes avec une valeur ajoutée qui soit importante. Et une citation que j'aime beaucoup de Charlie Munger, je sais pas si tu la connais, c'est qu'il disait il y a des réponses qui valent des millions de dollars dans des livres à 30 dollars. Ouais, ah ouais, ouais. Et j'aime beaucoup cette citation d'un investisseur que j'ai beaucoup apprécié. En fait, tu as des réponses souvent qui sont incroyables dans des petits livres, tu vois. Tu as des clés de compréhension qui sont extraordinaires pour comprendre ton monde dans des livres qui coûtent pas cher, quoi. Ouais, bah totalement. Non, mais ça, je suis absolument persuadé de ça. C'est vrai que c'est même des petits livres. Moi, je me souviens, il y en avait un. C'est quand tu parles vraiment des tout petits livres que tu peux acheter pour 2, 3 euros dans certaines librairies. Moi, il y en avait un qui m'avait pas mal retourné la tête. Ouais, il y a quelques années, hein, j'étais ado, tu vois, c'était l'art de la guerre de Sun Tzu. Mhm. C'est le petit livre, mais vraiment, mais il doit faire quoi, 40 pages à tout péter. Ça coûte littéralement, tu vois, 1 euro. Mais il y a tellement c'est un condensé de sagesse, tu vois, pour absolument rien en termes de prix. Et t'as en effet des fois des idées qui peuvent valoir cher dans ce. Ce que tu n'as pas, par exemple, quand tu as des podcasts ou d'autres formats, par exemple, je pense, t'as pas ce même impact sur ton mentalité, je pense, sur toi. T'as pas la même transformation qui peut avoir lieu. Exact. Ah ouais, totalement. Tu Ça, je suis vois. assez d'accord. Ouais. Ouais, ouais, écouter une bonne idée, c'est pas la même chose que de la lire. Mm. Parce que quand tu la lis, tu peux déjà prendre le temps aussi de la digérer. Mm. Parce que quand tu entends quelqu'un qui va parler pendant un podcast, une émission de telle ou telle idée, en fait, il va en parler parce que avec lui toute la compréhension qu'il a de la chose et après il va passer à autre chose. Mais toi-même, tu n'as pas forcément ah ouais, tu t'as pas le temps de digérer l'information, t'as pas le temps aussi de comprendre l'information comme la personne elle l'a comprise, et après tu passes à autre chose, quoi. T'as pas le temps de te poser et aussi de prendre le temps, et ça, c'est ça qu'on en parlait tout à l'heure. Ça, c'est l'avantage du livre par rapport à tous les contenus qu'on a aujourd'hui, audio, vidéo, c'est qu'avec le livre, on peut prendre le temps de prendre le temps, quoi. Mm. Et ça, c'est, mine de rien, c'est un luxe aujourd'hui, quoi, qu'on a plus forcément. Mm. Et aussi une chose, moi, que je trouve très importante parce que on en parle là avec les bouquins, mais c'est aussi quelque chose dont on parle beaucoup en économie, c'est l'importance de l'information et la diffusion de l'information. Et c'est vrai que historiquement, tu vois, quand tu prends le bouquin, le livre, ça a été le plus vieux vecteur de diffusion de l'information que l'homme ait pu inventer pour justement diffuser les idées le plus largement possible. Donc que c'était avec les moines copistes, tu sais, de l'époque médiévale, et après avec l'invention de l'imprimerie, je crois 4400, je sais plus combien, par Gutenberg. Justement, depuis des siècles, en fait, l'humain voit dans le livre, en fait, ce condensé de connaissances que tu peux lire pour toi-même, en fait, capitaliser sur l'information qui a déjà été écrite, pensée par quelqu'un d'autre que soi, quoi. Ouais, c'est un support qui est assez incroyable en fait quand tu y penses, parce qu'il permet de changer les gens en fait, de les programmer entre guillemets, tu vois, que ce soit les livres de religion, ça entre guillemets programmer des gens à agir d'une certaine manière au fil des années, donc il y a pas d'autre support qui fait ça, j'ai l'impression, enfin. Ouais, totalement.
Ah, les livres peuvent changer le monde, quoi. Et c'est pas pour rien d'ailleurs que quand on arrive dans des régimes des fois qui sont autoritaires, totalitaires, Mmh. etc., les premières choses qui sont bannies, bah, ce sont souvent les Mmh. idées, et les idées, bah, elles sont où? Elles sont dans les bouquins, quoi. Mmh. Donc les autodafés, bannir certains auteurs, etc., juger que telle ou telle littérature c'est impur ou c'est pas, ça n'a pas d'intérêt de lire ça, bah justement c'est aussi volontairement vouloir couper la population d'une partie d'informations qu'on estime pas intéressante, quoi. Et ça, bah forcément, ça ne marche jamais parce que tu auras toujours cette contrebande en fait du livre qui sera faite, quoi. Parce que dans le bouquin, tu peux avoir ça me fait un peu penser. Tout à l'heure, je parlais de Fahrenheit 451. Je sais pas si t'as lu Mmh. le bouquin ou pas. T'as J'ai pas lu, mais je connais. C'est c'est quoi que si je l'avais dû le lire au lycée, je pense. ouais, ça fait partie Je pense, ouais, 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 oui, au lycée, on l'avait lu, ouais. c'est des bouquins, c'est sur les dystopies, c'est un peu le Bah parallèle de oui. 1984. Bon, l'histoire est assez différente, tu vois, mais grosso modo, c'est pour faire un petit rappel, dans le bouquin, t'as les pompiers. Mmh. Alors qui ne sont plus ceux qui vont éteindre les feux, mais ceux qui vont les allumer. Et leur boulot aux pompiers, en fait, c'est d'aller chez les gens, de trouver les livres et de les cramer, en fait. Mmh. C'est ce qu'ils font. Et du coup, les individus dans le bouquin, ils ont trouvé en fait une solution, c'est-à-dire que si le livre, en tant que bien physique, hein, est brûlé, il faut que le livre survive de notre manière. Et du coup, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont tout simplement prendre le livre et les apprendre par cœur. Mmh. C'est-à-dire que tu auras telle ou telle personne, par exemple toi, Edouard, toi, Mmh. tu seras on va dire le prix de demain, toi. Mmh. C'est-à-dire que toi, en fait, tu as appris par cœur le bouquin et tu seras identifié dans la communauté comme celui qui connaît par cœur le Ok. bouquin. Donc tu détiens cette connaissance-là, toi. Mmh. Moi, on va dire que moi, je vais apprendre par cœur l'action humaine de Ludwig von Mises, toi, 1000 pages. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup, ouais. Ça fait beaucoup de notes, ouais, mais c'est assez intéressant, en fait, de cette vision-là. C'est que là, toi, il y a tellement, enfin voilà, une petite digression là-dessus, mais je trouve ça assez intéressant d'un point de vue purement Mmh. humain et philosophique de se dire que dans le livre, en fait, t'as tellement de choses et que c'est un support qui est essentiel, en fait, pour tout le monde, quoi. Est-ce que tu avais quelque chose à ajouter là-dessus? Non, je pense que on a fait un bon tour sur le livre, hein. Ouais. Ouais, ouais. C'est vrai, j'en parlais tout à l'heure avec Bastien, on parlait de Broken Money de Lynn Elden, hein, qui est la dernière traduction qui est sortie, hein. Mmh. D'ailleurs, là, au BEF, on a les premières éditions Papier, papier, ouais, ouais, ouais. qui circulent. C'est un bon bouquin, il fait quoi, 500 pages C'est le plus total? gros qu'on ait fait, du coup, j'ai l'impression, il fait plus de 500 pages. Et la- euh, c'est un peu la preuve que notre modèle est efficace parce qu'en fait, pareil, Sébastien, que je connaissais pas avant, Proxy, est arrivé avec ce projet et dit voilà, je veux traduire ce livre. Et en fait, nous, on est assez décentralisé et ouvert en fait à tout contributeur. Et donc, il est arrivé avec ce projet et nous dit ok, on va le faire avec toi. Et du coup, on l'a fait ensemble sans vraiment qu'il y ait de leader qui est. Enfin, c'est lui qui a pris le lead en fait naturellement sur le projet qui est venu. Et j'invite tout le monde, hein, si c'est des gens qui veulent nous traduire des livres ou sortir des livres avec nous, on est assez ouvert aux suggestions. Après, on est un peu contraint par tout ce qui est budget et potentiel de vente en fait. Hein. Forcément, on peut pas faire que des projets passion. Il faut aussi qu'il y ait des projets qui soient commercialement viables. Comme celui-ci, c'est le cas parce que l'Inaden est très connu et très très réputé. Mais voilà, en fait, c'est des gens qui viennent, comme moi je suis venu à la base pour les talents Fiat et qui disent ok, ce projet-là, j'ai envie de le faire et Ouais. go quoi en fait. Ouais, bah justement, on peut en parler maintenant. Par exemple, si t'as une personne là, qui écoute ça et qui se dit, bah tiens, c'est vraiment pas mal ce que fait Edouard et Consensus, et j'ai envie de participer, comment est-ce qu'il peut faire Bah, concrètement? il peut nous contacter à moi directement ou sur nos réseaux et nous dire voilà, ce livre me passionne, j'ai envie de le produire, comment on peut faire et ensuite on en discute et on voit si c'est faisable ou pas. D'accord, ok. Donc du coup, je mettrai les liens de toute façon dans la description du podcast et de la vidéo pour justement alors le lien bah, qui va renvoyer sur ton compte X. Ouais, ouais, si tu veux, ouais. Voilà, pour que les gens puissent te contacter au besoin. Et c'est vrai que c'est important de, comme beaucoup, hein, de toute façon dans la communauté Bitcoin, c'est beaucoup ça, hein, c'est beaucoup de volontariat, beaucoup de temps qu'on passe de manière bénévole aussi à faire C'est ça. avancer le travail d'éducation. Et du coup, on a besoin de soldats en fait pour faire ça. Non, moi j'appelle souvent aux gens à produire des contenus, que ce soit avec nous ou par eux-mêmes. Et des fois, quand je vois des contenus écrits comme les tiens qui sont pertinents et que j'aime bien, je lance un peu des bouteilles en disant voilà, si vous voulez un jour écrire, nous on est ouvert, on est ouvert au projet en fait. Hein, on a la chance d'être des petits éditeurs, mais on a une sorte de flexibilité que n'ont pas les plus gros, c'est-à-dire qu'on peut produire assez rapidement et assez efficacement pour un coût inférieur à ce que ferait un gros éditeur, tu vois. Parce qu'on n'a pas une distribution librairie très large, donc en fait on peut se permettre de produire un peu plus de titres qui sont moins, comment dire,
plus niche en fait, plus Ouais, technique. Tu d'accord, vois. ok. Et du coup, là, comment tu vois la distribution des bouquins elle se passe comment c'est... Nous, c'est principalement en ligne, nos canaux. Après, pour tout ce qui est physique, on s'appuie sur un. T'as pas vraiment le choix, quoi. Tu dois t'appuyer sur des partenaires qui font un peu la distribution pour les librairies et Fnac et toutes ces enseignes physiques. Donc, tu dois passer par des commerciaux, par des tiers. Donc, tu dois un peu déléguer parce que quand t'es petit, ça coûte trop cher de vouloir le faire soi-même, tu vois. Ouais, bien sûr, ouais. Donc, ouais, on passe par des tiers et on n'a pas encore un volume suffisant pour le faire en propre. Mais principalement, les lecteurs qui lisent des sujets d'économie sont à la base présents sur les réseaux sociaux, dont X ou LinkedIn ou autres, tu vois. En librairie, quand tu vas voir dans les rayons économie ou finance, tu vois, c'est pas vraiment c'est pas le même type de livre, tu vois, c'est beaucoup plus Oui, c'est... trucs Oui. pour les nuls ou des livres d'universitaires, tu vois, c'est pas vraiment les mêmes profondeurs, Ouais. tu vois. Ah, me lance pas sur le sujet des rayons économie dans les librairies, ça me fait péter un câble à chaque fois. Moi, c'est vraiment Bah pas... ouais, c'est pas qualitatif, hein, on va se le dire, hein. Mais bon, Non, c'est pas qualitatif, c'est des fois même malheureusement un peu orienté parce que très orienté. ouais, ce sont certains types d'économistes et t'en as certains qui sont pas pourtant des géants de la pensée de l'économie qui sont totalement absents de ces rayons-là. Tu vois, je prends quand t'as des Mises, des Hayek, des Schumpeter, etc. Même des Friedmaniens comme Milton Friedman par exemple ou Schwartz. Quand ces économistes-là, tu les retrouves même pas dans des rayons d'économie de grosses librairies. Alors que tu as une pléthore de Piketty et autres, tu peux vraiment te poser des questions sur les choix qui sont faits, quoi. Mais, par exemple, toi, quand la distribution, donc tu peux acheter sur Consensus, hein. Voilà, t'as Amazon aussi, je crois. Amazon. Voilà. Et après, en physique, tu peux trouver ça, Ah, on est au Bitcoin Bazar à Paris, à Dicoland à Paris, qui est vers Montparnasse. Et après, on doit être dans peut-être les 2-3 plus grosses Fnac de Paris. C'est tout, je pense. Parce que, on peut rentrer dans le sujet si tu veux, mais c'est un peu compliqué. Mais en fait, ce sont les libraires locaux, les Fnac ou les Mola ou etc. qui doivent commander eux-mêmes, en fait. Enfin, disons qu'on peut pas se permettre de leur donner du stock parce que s'ils le vendent pas, ils vont nous le renvoyer. Du coup, ça fait imprimer plus renvoyer. C'est une perte d'argent importante. Donc, ce sont eux qui doivent prendre l'initiative de demander. On veut tant de livres de l'élégance ou de l'énergie et de la monnaie. Et ensuite, nous, on donne. Enfin, on donne le stock et ensuite, ils nous payent après qu'ils aient vendu. D'accord, ok. C'est une sorte de dépôt-vente. Donc, Ah, d'accord, ouais, c'est du dépôt-vente, ouais, dépôt-vente, ouais. c'est pas, ils vous achètent Donc pas c'est directement. pas évident, c'est pas évident. En fait, il faut que la demande soit organique pour nous. On n'a pas vraiment d'autre choix sans avoir de fonds illimités. Il faut que la demande soit organique, donc on repose un peu sur ça. Et là, on voit que la demande, c'est cyclique. En fait, ça dépend. T'as des mois, en fait. Ça dépend du prix de fin- Bitcoin. non, ouais. Le prix de Bitcoin joue un peu, mais c'est surtout la fin d'année. En général, les mois de octobre à décembre marchent bien parce que les gens font des cadeaux de Noël et Ouais, tout à fait, je ouais. un cadeau pas mal pour Noël parce que ça coûte un livre, ça coûte entre 15 et 30 euros. Ouais, c'est ça, c'est le cas Et de Noël, tu ouais. dis, bon, je l'offre à ma mère ou à ma sœur et je me dis, si elle le lit pas, peut-être que ça m'intéresse un peu, je pourrais l'avoir aussi, donc je fais une pierre de coups. Ou tu vois, enfin, c'est un cadeau facile, accessible, pas compliqué. Euh, donc, il marche bien peur de Noël. Et après, il marche bien aussi souvent avant l'été. Je pense que les gens font peut-être du stock pour les vacances ou quoi. Donc, t'as des périodes. Et après, quand l'actualité est pertinente par rapport à ton sujet, nous sur Bitcoin ou là récemment, on a vu avec les kidnappings, ça a fait un regain d'intérêt du public pour Bitcoin, donc des ventes pour nous. Malheureusement aussi avec l'histoire de Pierre Noza, c'est un peu triste, mais ouais, ça a été un driver de vente important récemment avec son histoire de tentative de kidnapping. Ouais, ouais. Ouais, c'est vrai que l'actualité, c'est toujours, ouais, c'est ce qui fait aussi là. Oui, je me doute, ouais, tout à fait. Bah écoute, là on parle ensemble depuis plus d'une demi-heure. Là, je pense qu'on a fait le tour sur Consensus. T'en penses quoi? Est-ce que tu avais des choses à rajouter avant qu'on passe à d'autres sujets, par exemple, plus à toi? Est-ce qu'on a fait le tour ce consensus? Ouais, je pense, hein, j'ai l'impression. Ouais, bah déjà, Ouais, ouais. en tout cas, merci d'avoir bien explicité tout ce que tu fais, tout le travail dingue que tu fais pour la communauté, parce que heureusement que t'es là, quoi, parce que les personnes qui sont pas forcément familières avec la langue anglaise, ils passeraient à côté de rupture monétaire, du prix de demain, les talons Bitcoin, du coup. Attends, je dis pas Et de dans le Bitcoin, bêtises. c'était traduit par Dicoland en C'est premier. ça, ouais. Et en fait, il y a beaucoup de gens qui sont plaints un peu de la qualité. De la première C'est traduction, ça. ouais. Et du coup, moi, quand je suis arrivé, je me suis dit, bon, les gens ont l'air de dire que c'est pas très quali. Et je me suis dit,
Je pense que je peux faire mieux, en fait. Vraiment, je me disais: «Je peux traduire mieux» et c'est pour ça que je suis arrivé et que je pense qu'on a fait mieux et je pense que le marché approuve, tu vois? Parce que les gens achètent nos livres et continuent à nous, reconnaître pour ça. Donc donc ouais et qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, je remercie aussi les gens qui ont contribué sur, Consensus, les Français, les francophones, mais pas que. Il y a beaucoup de gens qui sont dans l'ombre un peu, qui sont sous pseudo ou qui, ne parlent pas publiquement, mais on est souvent au moins, comme je te disais, au moins 3 jusqu'à 6 voire 10 sur, des projets donc je suis pas tout seul, même si c'est moi qui parle principalement pour tout le monde, mais je remercie tous les contributeurs, qu'ils soient anonymes ou pseudonymes ou publics, mais il y a pas que moi, quoi. Il y a beaucoup de gens qui sont derrière et qui font vivre, ces livres parce que c'est toujours un travail, collectif. C'est rarement le travail d'un seul homme, en fait, c'est même jamais le cas, en fait. On est toujours beaucoup, vraiment. Ouais, tout à fait. Ouais. Bah, il y a ceux qui participent à la traduction, il y a toi, il y a les gars d'Atout Bitcoin qui font aussi la pub, tu vois. Donc, c'est un travail de. Il y a plein de petites mains en fait différentes. C'est un qui travail travaillent. d'équipe, Ouais, c'est exactement. un Chacun travail d'équipe, chacun fait ouais. sa part et je pense que ça arrive jamais qu'il y ait un auteur qui fasse tout de A à Z tout seul sans être lu ou sans être aidé par quelqu'un d'autre, en fait. Il y a Ouais, toujours, des totalement. tiers qui doivent être impliqués pour, c'est un peu comme l'exemple du crayon, en fait, là, c'est l'exemple du Ouais, livre où il y a derrière, t'as beaucoup de petites mains qui font plein de tout trucs à fait. différents Ouais. et le marché s'organise un peu comme ça pour produire un produit qui paraît bête en apparence, mais qui, en fait, il y a plein de Et complexité extrêmement. derrière Ouais, pour ceux qui connaissent pas l'exemple du crayon, c'est un exemple qui a été fait, enfin donné par Milton Friedman justement à la télé, où justement pour prouver la supériorité du capitalisme et la division du travail, la coopération interindividuelle dans le marché. Du coup, pour dire, bah regardez, ce simple crayon, il y a eu un nombre impressionnant de personnes en fait qui sont intervenues dans sa confection. Il y a la graphite de la mine, elle vient peut-être de l'étranger, le bois, il vient peut-être d'un arbre qui a été coupé. Au Canada, la gomme, elle vient de tel ou tel endroit. En fait, sans cette division du travail, en fait, on ne pourrait pas créer un crayon aussi peu cher et aussi en grande quantité, quoi. Parce que si toi, tu veux créer ton propre crayon, bah bonne chance. Si tu commences de A à Z pour le faire, ça va te prendre un peu de temps et ça va te coûter un peu cher, je pense. Donc ouais, Il y avait eu l'histoire d'un mec qui voulait créer, je crois, un grille-pain tout seul ou quelque chose comme ça et qui avait pas réussi parce que il y avait bah, trop d'étapes mais bien sûr, mais industrielles. mais ça se vérifie absolument avec tout, quoi. Si tu Mm. veux t'engager dans le processus économique en pensant que tu peux faire tout de A à Z, Bah, rien que la tu- nourriture déjà, en fait, oui, voilà, essayer c'est de ça. subsister avec ta nourriture propre, je pense que c'est quasiment un travail temps plein, en fait. Tu passes ton temps à produire, je Ouais, pense. c'est ça, bah ouais, c'est ça. Ouais, et puis même toi, ça on pourrait parler plein de choses par rapport à ça, l'autosuffisance, est-ce que c'est véritablement faisable et tout. Enfin, toi, tu peux pas faire tout seul. Non. À un moment donné, tu peux, mais après, c'est une forme de régression. Tu reviens à un état préhistorique en fait d'acquisition de tes ressources. C'est super intéressant. Enfin, je pense. Ouais. Eh ben écoute, là on a parlé pas mal, je pense, de consensus. Et moi, je voulais aussi parler bah en fait d'un peu de toi, Edouard, pour en fin d'épisode, parce que c'est vrai que moi, on se suit ensemble depuis ouais, plusieurs mois sur X, et je sais que t'es passé dans un épisode de Bunker il y a quelques mois maintenant. Quelques mois, ouais. Ouais, et du coup, en fait, dans cet épisode-là, tu parlais depuis l'Asie, tu vois. Et Oui. j'ai trouvé ça intéressant. Du coup, est-ce que tu veux nous en parler ou? Ouais, pas de souci. Écoute, ben, moi, depuis que j'ai découvert un peu Bitcoin et cette cyberéconomie en ligne, en fait, j'ai un peu, c'était aussi pendant le Covid où j'ai eu un peu ce déclic où je me suis dit: «Bon, il faut que j'ai un style de vie qui soit résilient, en fait, au changement du monde» et ça passe par avoir, un travail qui peut se faire de manière, flexible en ligne et n'importe où dans le monde et j'aime bien avoir cette liberté-là de mouvement, de travail, de gagner de l'argent et de pas être limité par un pays qui me dit: «Non, reste ici, mets ton masque et écoute fais ce que je te dis» et j'aime bien avoir cette, liberté de mouvement et donc ça fait maintenant 2-3 ans où je pars régulièrement voyager, à l'étranger. J'étais à Madère, l'an dernier pendant plus de 6 mois. Au Portugal, je pense que les auditeurs sont assez conscients de l'île de Madère. C'est une petite île portugaise qui a eu une adoption Bitcoin assez, fulgurante en fait, grâce à des entrepreneurs locaux et j'encourage ceux qui n'y sont pas encore allés à aller faire un tour, ne serait-ce qu'en vacances parce que c'est une super endroit à quelques heures d'avion de la France, où on peut vivre en Bitcoin, où il y a beaucoup vraiment de commerces qui l'acceptent et qui en plus a une nature, extraordinaire pour, si vous aimez la randonnée, les plages et cetera. Il y a vraiment, et même un coût de la vie inférieur. Donc en fait, c'est ce genre d'endroit que j'aime bien où tu gagnes en fait de manière, tu un arbitrage en fait, Oui, là, ok. économique Ouais. et tu un arbitrage aussi, comment dire? De climat et de qualité de vie. En fait, voilà, tu gagnes en qualité de vie et de manière économique, tu peux vivre pour moins cher.
Donc bref, j'essaie de faire ça en fait où je peux gagner mon argent en ligne et vivre dans des endroits qui sont beaucoup plus agréables et accueillants pour les contributeurs et qui est un peu moins repoussant comparé à la France qui est un peu plus qui peut être déroutant en fait quand on veut entreprendre, quand on veut être comme on le voit dans notre secteur où c'est un peu plus risqué maintenant, limite, enfin on devient un peu des cibles, hein, limite, ça fait un peu peur. Donc moi je suis un peu partisan de chercher des lieux, des territoires où on est un peu plus comment dire, accueillis et qui sont plus agréables à vivre. Et donc là-bas, j'ai passé plus de 6 mois en Asie. J'ai fait un peu le tour de la Thaïlande, du Cambodge, du Vietnam et de Bali. Et voilà, c'est des lieux où j'en ai un peu parlé avec les gens ici au BEF, que je recommande de visiter parce que c'est des endroits où tu peux vraiment être libre et où tu peux vivre avec un salaire, enfin où tu peux dépenser moins, avoir une qualité de vie supérieure. Voilà. Bon, pas sur tous les points, forcément, t'as pas l'infrastructure qui est similaire ou bref, il y a toujours des avantages et des inconvénients. Ouais, Mais voilà, les gens peuvent aller voir et se faire leur idée par eux-mêmes ouais. si ça les intéresse de voyager, de vivre dans des endroits. Mais moi, c'est le cas. Voilà. Ouais, non, mais ça c'est bien d'avoir des retours d'expérience comme ça de personnes comme toi qui voyagent et qui voient un peu comment ça se passe à l'étranger et c'est génial parce que après on pourra te dire oui, mais tu fais comment le jour où tu veux te faire soigner avec ta carte vitale est-ce que Ouais, le mythe de la carte vitale, hein, moi, c'est pas quelque chose que j'apprécie parce que j'ai toujours fait en sorte d'être en bonne santé. Bon, je sais que c'est un exemple personnel, mais voilà, de faire beaucoup de sport, d'être en bonne santé, de bien manger, de faire attention à soi. Et voilà, après quelques mauvaises expériences avec l'assurance, je me suis dit, bon, bah, vaut mieux que je sois en forme moi-même, je prenne les devants, en fait, que je prenne la santé en amont, plutôt que de la prendre après coup, une fois que les soucis arrivent. Et donc, non, moi, je voyage quasiment sans assurance santé et il m'arrive des coquilles, mais bon, ça a été. Ça a été, j'ai réussi à me soigner tranquillement avec ChatGPT, ou en payant naturellement quand j'ai besoin d'être soigné. Donc, génial. Mais écoute, en tout cas, j'aime bien ce genre d'exemple parce que c'est un peu les digital nomades d'aujourd'hui, c'est ceux qui votent avec leurs pieds, comme ce qu'on pouvait faire. J'en parlais avec Yamari juste avant dans un podcast où avant on votait avec nos pieds à l'époque médiévale. Aujourd'hui, on peut le faire de manière encore plus efficace euh, avec justement Internet, mais aussi avec aussi cette monnaie d'Internet qui est Bitcoin, qui te permet aussi de déplacer avec tout ton patrimoine, ce qui est quelque chose mine de rien de ouais, révolutionnaire. c'est la thèse un peu de l'individu souverain, Ouais. qui est notre prochain livre qu'on va traduire chez Ah, Consensus yeah. dans les prochains mois, et qu'un livre que j'aime beaucoup. Pour contexte, il a été écrit par 2 auteurs en 1997 au début, puis on publié en 99, et en fait, étrangement, il n'a pas été traduit. Et donc nous, on arrive 25 ans plus tard en disant coucou, est-ce que les droits sont disponibles? Et il se trouve que oui. Donc on l'a traduit en allemand l'an dernier, là on va le faire en français cette année. Et en fait, la thèse de ce livre, c'est qu'en fait, les auteurs prédisaient, avant même Internet, avant même les cryptos, qu'un jour, des individus pourraient être souverains sur leur propre vie, en ayant la possibilité de, comme tu as dit, voter avec leurs pieds, partir dans des pays, dans des juridictions qui sont plus accueillantes, et avoir leur business en ligne, avoir leur argent en ligne sans être pieds et poings liés à un État, et sans être les vaches à lait d'un système auquel ils n'adhèrent pas. Et c'est ce qu'on voit un peu aujourd'hui, c'est que les gens, enfin, de ce que j'ai vu, par exemple, à Bali, c'est vraiment l'exemple typique c'est le petit paradis des digital nomades, en fait. Là-bas, chacun a son business en ligne, vit pour pas cher, profite de la vie, et n'est pas dépendant de leur pays d'origine, en fait. Hmm. Tu vois? Ouais, bien sûr. Et ouais, c'est vraiment, je pense, l'exemple le plus frappant que j'ai vu jusqu'à présent, en tout cas, par mes voyages. D'accord, Bali, quoi. Ouais. Ok, ouais. C'est vrai que j'en entends souvent parler de Bali. Il n'y a pas de hasard, je pense que Ouais, si il y a j'en pas de parle beaucoup, hasard. c'est Ouais, parce que c'est très bien. ouais. Après, il y a d'autres problématiques de surtourisme, de pollution, de tout ce qu'on veut, mais bon, c'est le pendant souvent du succès, donc Ouais. il n'y a rien qui est parfait, on va dire, mais bon, ça s'en rapproche pas mal, je trouve, en tout cas. Ouais, faudrait que j'aille voir ça, tiens, à l'occasion. Je t'encourage. Ouais. En tout cas, je pense que, ouais, terminer cette discussion en parlant justement de Sovereign Individual et du coup la traduction qui va venir en français, c'est super intéressant parce que c'est une thèse qui est, comme tu dis, qui dit tout simplement qu'on peut avoir une nouvelle renaissance en quelque sorte grâce à Bitcoin. Du coup, l'individu, une nouvelle ère humaniste et individualiste en fait, où justement l'individu peut faire un avec sa propriété. Du coup,
échapper en fait à, comme ça à la coercition des États et c'est tout ce que nous promet Bitcoin, c'est tout ce que nous offre aussi Bitcoin et c'est important d'en parler et je trouve ça super important justement que ce bouquin qui est assez long aussi hein, je crois C'est un gros bouquin de 400 pages. Ouais, 400 pages, ouais. Mais ouais, il explique très bien en fait comment les individus peuvent se libérer des contraintes étatiques et monter leur business en ligne, avoir une monnaie non censurable et être résilient face aux différentes barrières un peu qu'on peut avoir dans nos pays occidentaux. Et ouais, on voit clairement cette thèse qui rentre en réalité parmi tous les digital nomades qui instinctivement, je pense, qui montent leurs affaires en ligne. Je sais pas, ils se domicilient à droite à gauche, ils ont leurs revenus. Tu vois, c'est un peu offusqué pour les États, puis c'est vraiment ça dépasse leurs compétences et leur juridiction pour un peu suivre tous ces gens, tous ces flux, toute cette économie qui se fait en ligne. Tu vois, c'est beaucoup plus complexe parce que la production se fait de manière, comment on dit, pas des intermédiaires, mais j'ai perdu le mot. N'est pas physique en fait, c'est un produit qui est informationnel, un produit numérique, un produit numérique, ouais, tu vois. Donc quand tu produis un service numérique ou un service numérique, c'est beaucoup plus difficile de taxer quand tu produis des chaises ou bien sûr, ou de la nourriture dans ton quartier, tu vois. Ouais, tout à fait. Donc on a cette prévalence maintenant de l'économie numérique qui prend beaucoup plus de place avec les réseaux sociaux, etc. Tout à fait, ouais. L'économie de l'information, la diffusion de l'information, la connaissance dans la société, quoi, pour reprendre les vieilles expressions de Friedrich Hayek. Ou le logiciel, tout simplement. Ouais, tout ce qui est logiciel. Logiciel et tout, aussi. Maintenant, un logiciel peut se commercialiser depuis n'importe où, sans contraintes. Les contraintes qui sont là, en fait, c'est purement des contraintes étatiques et de marché. Enfin, le marché en lui-même n'a pas de contraintes. Ce sont les États et les juridictions qui mettent des contraintes, qui entravent un peu les contraintes administratives. Tout ce qui est logiciel ou service numérique pourrait potentiellement être fait sur Mars, que voilà, c'est ça. Ça sera tout comme. Il y a pas vraiment de limite intrinsèque à tout ce qui est numérique, en fait. Ouais, c'est clair. Mais écoute, super mot de la fin. On va attendre cette traduction, je pense, avec hâte. Hein. Et du coup, moi, il va me rester à te remercier, Edouard, m'avoir accordé ce temps-là là, pendant le BF pour qu'on parle de tout ça, parce que c'était important d'en parler, de diffuser l'information, justement. Et avant qu'on se quitte, où est-ce qu'on peut te retrouver, du coup, sur les réseaux? Principalement sur X, Edouard KNW. Et ouais, principalement sur X, pour l'instant. Et voir sur notre site consensus.network où on a toutes les informations sur ce qu'on fait. Consensus avec un K. Hein. Ouais, avec un K. Et écoute, je te remercie aussi. Et puis, comme je le dis souvent à des gens que j'aime bien lire, si jamais tu souhaites continuer à produire la production de contenu écrit, n'hésite pas à le faire de manière plus, comment dire, à le faire sous forme de livre si ça t'intéresse. Si un jour, je pense que je vais arriver. C'est toi qui me disais ça en plus, que Saveline justement il avait écrit son bouquin parce qu'il en avait le cul de répéter les mêmes choses sur. Mais je te vois en fait, je te vois un peu répondre souvent à des randoms sur Twitter et je me dis c'est dommage. Enfin c'est pas dommage, mais c'est très bien ce qu'il fait. Mais ça pourrait être aussi une manière de transmettre tes savoirs au travers d'un livre plutôt que de répondre au cas par cas à des mecs un peu random sur X. Ouais, mais c'est clair. Ce qui est marrant aussi, enfin on aime tous cet engagement. Ce qui est marrant, mais ce qui est chronophage. C'est ça en fait, c'est chronophage. Ouais. Et si tu veux que tes idées un peu soient là pour dans la durée, ouais, bien sûr, ouais. Tu peux avoir un médium. Après, je vois que t'as un blog aussi qui est super sympa. Ouais, c'est clair. Moi, ça peut être une idée, pourquoi pas. Après, c'est toujours pareil, hein, c'est le temps et tout ça. Mais ouais, ça peut, pourquoi pas. Bah, je te renverrai un mail avec un manuscrit un jour. Tiens, en fait, tu te souviens, en 2025. Ouais, c'est souvent comme ça, en fait, ça se passe. Des gens nous, coucou, j'ai fait ça, comment on fait maintenant? Ouais. Écoute, on va voir ce qu'on peut faire. Ok, bah écoute, on en rediscutera éventuellement. Mais écoute, je te dis à plus tard, du coup, puis Yes. Merci beaucoup. Merci à toi. À plus. Salut.